Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Bamako résiste aux pressions du Fonds monétaire international, le FMI. Le FMI poursuit ses efforts pour négocier avec le Mali un accord sur un programme d'aide. Le FMI, ça veut dire, le FMI veut aider le Mali. Mais Bamako se montre réticent aux conditions et aux pressions de l'institution financière internationale. Et l'auteur ajoute, ils ont bien raison de signer un contrat avec le FMI, c'est signer un pacte avec le diable. Le ministre malien de l'économie et des finances refuse de recevoir une délégation du FMI. Le Mali donne du fil à retordre au FMI, qui depuis plusieurs mois mobilise ses efforts pour intégrer dans son cercle, voyez non, pour vous prendre en otage, de programme Bamako. Entre le Mali et le FMI, des discussions sont en cours. Elles s'apparentent à un bras de fer. À la mi-décembre, c'est l'institution de Bretton Woods qui a dépêché une délégation à Bamako, mais pas de rencontre directe avec le ministre des Finances et de l'Économie. Les amis, un premier contact qui illustre des tensions entre les deux parties. Bamako se montre réfractaire à une organisation de plus en plus critiquée pour ses orientations, ses insuffisances et pressions en matière d'aide et de financement. Alors, les amis, là où des pays en Afrique centrale, quand ils entendent parler du FMI, ils tremblent. FMI, donnez vite l'argent. Et les gens s'attendent, là, le Mali dit, allez vous faire foutre avec votre aide. C'est du jamais vu. En Afrique, c'est du jamais vu. Le Mali dit au FMI, allez vous faire enculer. Vous avez déjà vu quelqu'un qui refuse l'aide? Oui, le Mali a compris que cette aide, c'est de l'aide empoisonnée. Le Mali a raison. Je soutiens le Mali. Parce que le FMI, ce n'est pas la solution à nos problèmes, mais le FMI, c'est le problème même. C'est le FMI qui a bousillé toutes les économies d'Afrique. Il n'y a aucune économie africaine qui a pu se développer avec le FMI.
Ça fait depuis plus de près de 40 ans, les amis. Je me souviens, pour la première fois, quand le FMI s'apprêtait à rentrer au Congo, il y avait déjà des membres du gouvernement qui disaient que maintenant, ça, tout sauf ça. Ah, je reprends. Il y avait des hommes politiques congolais, du Congo-Brazzaville, là je parle, qui disaient, à l'époque Sassou Nguesso était déjà président, il disait au président Denis Sassou Nguesso, tout, sauf le FMI, faites tout ce que vous voulez, mais ne faites pas venir cette histoire-là ici. Mais la majorité des membres du gouvernement étaient favorables au FMI parce qu'ils n'avaient jamais compris la géopolitique internationale. Ils n'avaient pas compris que le FMI est là pour travailler pour les grandes puissances. Le FMI là, est là pour nous mettre à genoux face aux puissances occidentales. Et quand ils ont accepté, depuis là, on a commencé à bazarder. Ce qu'eux, ils appellent privatisation, là. En fait, c'est bazarder toutes les unités de production congolaises. Et ça a été le cas dans tous les pays d'Afrique. Là où le FMI passe, le développement trépasse. La pauvreté s'installe. Et vous perdez votre souveraineté. Les amis, c'est à cause de ça que Henri Konan Bédié a été déchu par la force avec le coup d'État de Robert Gueye. Parce que Konan Bédié avait compris que la dette est une perte de souveraineté. Et il était prêt à mettre un terme à sa dette. Konan Bédié n'a pas été l'homme, il n'a pas été, c'est-à-dire que le problème de l'ivoirité n'était pas au cœur de la politique de Konan Bédié. Non, ce n'est pas ce qui a fait couler Konan Bédié. Ce qui a fait couler Konan Bédié, c'est que M. Konan Bédié a voulu mettre un terme à la guerre, à la dette plutôt. Parce que Konan Bédié, il le dit dans des vidéos, il le dit, hein, lui-même, Konan Bédié parle. Il dit, mais nous sommes maintenant prêts. Nous avons liquidé notre dette. Maintenant, il n'y aura plus des gens qui viendront élaborer notre budget à notre place. C'est ça. Konan Bédié avait commencé à, comment dirais-je, dicter les prix du café et du cacao ivoirien. Je veux dire par là qu'il prenait le contrôle de la production ivoirienne de café et de cacao. Ça, ce n'était pas du goût des Français. Et même des États-Unis d'Amérique. Un pays africain qui comprend ça, ces enjeux-là, il faut le détruire. C'est ce qui a motivé le coup d'État contre Konan Bédié. Emmanuel Macron, non, plutôt, à l'époque, c'était qui? C'était Mitterrand ou Chirac, entre les deux. Ils ont fait venir Gueye Robert. 2 jours avant le coup d'État, il était à Paris pour mettre en place le coup d'État que vous avez vu là, qui a fait partir Konan Bédié. Et quand il y a eu les élections, Laurent Gbagbo revient, arrive au pouvoir. Laurent Gbagbo reprend la thèse de Konan Bédié. Il veut mettre ça encore en pratique sur le café et le cacao. Ils se sont dit, oh, mais les Ivoiriens, et là, ont tout compris, il faut les arrêter. Et là, maintenant, ils ont utilisé les gros moyens, y compris Alassane Dramane Ouattara. Donc, les amis, ce que vous voyez le Mali faire là, c'est la voie à suivre pour tous les pays africains. J'espère qu'il va résister longtemps. Mais tant que
le FMI va rentrer chez vous. Oh là là, il y a un autre exemple. Il y a un autre exemple. La RDC. J'ai dit, hein, la RDC. Laurent Désiré Kabila l'a dit. Quand il arrive au pouvoir, c'est le FMI et la Banque mondiale qui viennent lui proposer des prêts. Monsieur, on va vous aider. On va vous donner l'argent. Désiré Kabila qui dit, mais moi j'ai de l'argent, puisque j'ai les matières premières, je les vends. Ils ont dit, vous n'allez même pas tenir 3 mois. Vous comprenez ça? Vous n'aurez même pas 3 mois de survie. Votre gouvernement va tomber dans 3 mois. Il a passé 3 ans. Et on a utilisé celui qui l'a amené au pouvoir, c'est-à-dire Paul Kagame, pour le neutraliser définitivement. On l'a envoyé au repos éternel. La dette est une perte de souveraineté. C'est pour ça qu'on impose la dette en Afrique. Parce que tant que vous êtes endetté, vous êtes obligé de brader vos matières premières. Les difficultés que le Congo-Brazzaville a, c'est la dette. Ça vient de la dette. Obligé de faire quoi? De brader le pétrole, de brader le bois. On donne 50 ans, 60 ans, 100 ans à ces bandits, la France, Amérique et autres, Chinois, tout ce monde-là. Faites ce que vous voulez. Les amis, tant que les gens ne seront pas résilients concernant la dette, pour prendre des dispositions, comme fait le Mali. Vous croyez que le Mali n'a pas besoin d'argent? Mais la dette du FMI a toujours des conditions. Ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel. C'est le FMI qui vient élaborer votre budget. Maintenant, la guerre du FMI, de la Banque mondiale et toutes ces puissances occidentales, c'est mettre la main sur l'économie, ce que j'appelle moi l'économie parallèle. C'est-à-dire cette économie qui ne rentre pas dans le cadre du contrôle du PIB. La petite maman qui vend sa tomate, qui vend son foufou, qui vend son manioc, c'est ça qu'ils veulent maintenant contrôler. Et c'est pour ça qu'ils installent des grandes surfaces. Et les chefs d'État et des gouvernements africains pensent qu'on est en train de leur créer des emplois. On ne crée pas des emplois, les amis. Ils ne créent pas des emplois. C'est un moyen de mettre la main, de tuer toutes ces économies-là, informelles. Voilà, le vrai mot c'est économie informelle. Ils veulent tuer toutes ces économies informelles. Et là, quand ils vont arriver à ce niveau-là, c'est fini. Tous les pays là seront par terre. Là, la colonisation, ça ne va plus être la colonisation mais l'esclavage. Parce que maintenant nous sommes dans la colonisation. Ça va être plus la colonisation mais l'esclavage. La seule chose qui sauve nos économies, c'est l'économie informelle. C'est pour ça que les populations s'en sortent. Parce qu'une maman qui coupe son fumbu, là, elle ne va pas déclarer les taxes. Comment ils vont faire? C'est pour ça qu'ils mettent, quand ils mettent les grosses machins là, ils veulent maintenant, à un moment donné, prendre aussi, vendre le fumbu dans ces magasins. Mais pour vendre le fumbu dans ce magasin, c'est qui va acheter là-bas? C'est le président, c'est le ministre, le premier ministre, peut-être les députés et les sénateurs. Mais ils sont combien? Sur une population de 5 millions de personnes, vous avez peut-être 1000 à 1500. Vous croyez qu'ils pourront consommer tout ça? Non. C'est la plus grande difficulté. Aujourd'hui, c'est le casse-tête des puissances occidentales. Comment on va mettre la main sur l'économie informelle des pays africains?
Parce que cette économie informelle, ça rapporte plus que l'économie formelle. Puisque l'économie formelle, ils ont déjà privatisé ça. Ça leur appartient. Ils ont tout acheté. Ce sont eux qui élaborent le budget. C'est-à-dire que quand un pays comme le Congo-Brazzaville fait son budget, il y a un représentant du FMI de la France qui sont là pour dire ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on dit pas de dépenses dans l'éducation, pas de dépenses dans la santé, alors que l'éducation, c'est ça qui sauve. C'est l'éducation qui sauve. C'est la santé qui sauve, parce que vous ne pouvez pas avoir des producteurs qui sont malades. S'ils sont malades, c'est pas la peine, ils peuvent rien faire. Donc, on veut mettre nos pays à genoux. Et le Mali est en train de montrer l'exemple. Kabila a montré l'exemple. C'est vrai que lui, il a fini par être assassiné, mais en tout cas, il a montré l'exemple pendant 3 ans. Il n'a pas endetté. C'est Tshisekedi qui est venu commencer à prendre l'argent. 5 milliards. Déjà. Pour faire quoi? Pour les voyages à Davos. Davos, là, c'est la capitale de la destruction de nos économies. Davos que vous voyez là. Ça rapporte rien du tout. Ce que vous voyez là, c'est la balade. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.